Le gendarme le plus célèbre de France. À l'écran, chacun en prend pour son grade. À la ville, son personnage lui a permis d'ajouter quelques galons à une popularité qui a traversé les générations. Grâce à lui, le public demeure encore et toujours à la noce. Louis de Funès, le rire éternel, mais pas à n'importe quel prix. Le prix d'un travail minutieux. Et s'il en faisait parfois des tonnes, c'est après avoir pesé pendant des jours et des nuits le poids de chacun de ses gags. Sa façon de rattraper le temps des vaches maigres, celui de dizaines de second rôles. Il m'a donné la possibilité de faire Le Rabbi Jacob ou L'aile ou la cuisse, qui sont des films inoubliables qui resteront dans l'histoire du cinéma. Au fil des années, il a créé un personnage de hargneux qui lui a permis d'atteindre petit à petit le sommet de l'affiche. On adorait ce côté faible avec les forts, fort avec les faibles. Toutes ces lâchetés françaises, il les incarnait avec beaucoup de talent et de génie. C'était quand même l'homme en colère le plus sympathique du monde. Derrière la caméra, il ne se mettait jamais en colère. Bien au contraire. Il était absolument charmant avec moi, très paternel, très présent. Il était toujours dans les contre-champs, donnant la réplique. Je suis Laurent de Funès, le premier petit-fils de Louis de Funès, et j'ai passé environ 18 ans avec Louis. Mon grand-père était unique. En observant son jeu, quelle claque on prend, quelle énergie. Lumière! Je suis fâché que je dois arrêter la musique. Vous avez entendu? C'est quelque chose, hein? Bon, alors écoutez, messieurs, c'est terminé. La répétition aura duré 12 minutes par la force des mitraillettes. Ça va être du joli ce soir. Oh, putain. Voilà, voilà deux, voilà trois, et voilà un petit fagot. Allez. Il avait compris des trucs qu'on n'avait pas compris à l'époque, ce qui fait qu'il est inimitable, et surtout, on s'en rappellera même encore dans 50 ans. J'en suis convaincu. J'entends beaucoup parler de lui, et finalement, je ne le reconnais pas tant que ça par rapport à ce que j'ai vécu. C'était un autre grand-père, c'était quelqu'un de différent. Il l'a connu loin des projecteurs. Et il est le témoin privilégié de celles et ceux qui vont maintenant nous éclairer sur le destin, le parcours d'un sacré grand-père qui n'a vécu que pour le meilleur et pour le rire. Il était beaucoup plus gai qu'on ne le dit. C'est-à-dire que toujours cette image de la personne très austère, qui avait une tension perpétuelle en lui, qui fait que les gens voyaient cet homme très tendu et pensaient qu'il était comme ça tout le temps. Je crois qu'il y avait quelque chose d'assez magique et lumineux chez lui de toute façon, comme il était dans la vie d'ailleurs. Il n'y a pas de méchanceté chez lui, ni dans ses personnages, ni dans son comportement d'acteur. Hargneux, oui, ça c'est sûr. En pétard contre la terre entière, oui, ça c'est sûr aussi. J'aime bien ces rôles de méchants, d'hommes méchants. Des fonctionnaires très méchants, mais très doux, très méchants. Corruption de fonctionnaires. Votre nom? Vous vous appelez? Allez, circulez. Eh ben dis donc, Lucien, hein. Celui-là, il va nous faire du tort. Eh ben, tu veux que je te dise, Albert? Ouais. Les vacances, elles sont foutues. Le gendarme, c'est l'ordre c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous. Cette brutalité, ces colères, c'est un produit. J'avais fabriqué un produit et tout le monde me demandait que de ce produit-là. Les metteurs en scène, tout le monde voulait... Non, énerve-toi, allez, t'appuies dessus. Alors si je voulais faire un peu de dentelle, pas de dentelle, j'appuie dessus. Mais vous êtes trop grand, vous êtes mon balai, vous êtes trop grand. Allons, il faut que je vois ça, là, je vois pas. Voilà, là je le vois, ça va. De Funès était un bourreau de travail. Je pense qu'en France, c'est un des premiers, et même encore aujourd'hui, je pense que c'est un des rares, à avoir pris la comédie très au sérieux. J'essaie de faire un travail d'orfèvre. Quand j'étais gosse, je voyais des jouets. Une locomotive, une voiture, quelque chose. On avait l'impression que la main de l'homme n'était pas passée, que c'était vraiment que c'était tombé de là-haut. Et il y avait rien du tout. Par exemple, mon frère ou ma soeur voulaient toucher. Non, touche pas, alors. Et c'était tellement beau. Et je voudrais essayer de faire du travail comme ça, du travail d'orfèvre. Il disait qu'il réfléchissait énormément avant de jouer. Et il nous racontait qu'il passait même des fois la nuit à réfléchir à des gags, à les peaufiner, à les travailler, à regarder son texte, le retourner dans tous les sens, savoir comment il pourrait améliorer chaque détail et qu'est-ce que ça produirait.
Au moment même de jouer, il abandonne tout, il devient dingue, il lâche tout et il est complètement lui-même. Il est exactement d'une grande vérité, d'une sincérité qui pousse au bout. Il a touché à tout. Il était toujours à sa place. Il était toujours une invention d'une seconde à l'autre. C'était quelqu'un qui donnait, celui qui donnait. Plus envie de faire marrer, tout le temps envie de faire marrer, tout le temps envie de décaler, tout le temps envie de changer, tout le temps envie de pas faire ce qu'il faut faire. Et on ne se lasse pas. Pourquoi on ne se lasse pas? Pourquoi? Parce que c'est vrai, parce que c'est vrai, parce que c'est vrai. C'est authentique, c'est sincère. Quelqu'un va le faire pour nous. Je crois que le perfectionnisme de Louis de Funès, c'était le perfectionnisme d'un homme qui ne voulait pas décevoir les gens qu'il aimait. Il n'a jamais cessé de faire rimer perfection et invention. Je crois qu'on peut passer. Effort qui suppose une forme physique absolument parfaite. Il aura toujours une invention, et moi, il me la faisait à chaque fois. Il n'y avait jamais une prise. Hop, c'était toujours la surprise. Alors j'ai dit, alors écoute, ça suffit. Et alors, mais il changeait, il était magnifique. C'est le plus grand acteur que je connaisse. Il pouvait faire 15-20 prises. Et 15-20 prises, quand on a fait un petit peu de cinéma, on sait que c'est épuisant. Tu n'auras rien, mais rien. Ben, tu n'auras pas. Comme ça, rien, comme ça, Refaire une scène plusieurs fois, ça n'est pas simple pour tout le monde, parce que vous avez les comédiens qui sont très très bons à la première, pof, d'un premier jet, à la deuxième, à la troisième, et puis après, il y a une sorte de la pression retombe un peu. Avec Louis de Funès. Révisez vos méthodes. Il faut réviser nos méthodes. C'est fini la belle époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. C'est fini, hein? Il va falloir faire travailler un peu ça. C'est épuisant parce que des fois on a des prises un peu longues qui demandent, et surtout lui, une énergie énorme et une concentration. Plus on est de gens sur le plateau, plus il faut que ce soit parfait. Donc il pouvait recommencer parce qu'il y en avait qu'à bouger. Il sentait. Il y en avait qui n'étaient pas placés. Il y en avait qui n'avaient pas fait sa réplique comme il fallait. Et lui, Louis, c'était extraordinaire parce que plus il allait, plus il s'améliorait. Et il construisait son petit édifice comique. Et à chaque fois, il y avait des pierres en plus qui devenaient inamovibles. Arrêtez-le, c'est Fantomas! Cette fois, ça ne prend pas Fantomas. Tu es démasqué, Fantomas. Donne-moi ton masque. Donne-moi ton masque. Hé! Mais il faut... Et en fait, il savait le bon moment. Et il disait, là, ça y est, on l'a. Ça y est, c'est bon. Et effectivement, force était de se constater que, il avait raison. La scène était là, quoi. Il n'y avait pas un truc qui merdouillait. Tout était placé. Il avait toujours l'œil sur tout. C'était important pour lui de contrôler, d'avoir l'œil. Il avait l'œil. Les deux, même. Ça vous rappelle rien, hein? Et puis ça, la taf, ça vous rappelle rien? 2 yeux pour tout suivre, y compris celles et ceux qui, eux aussi, n'avaient pas d'autre solution que de le suivre. Vous êtes sûr qu'elle sait conduire? C'est moi qui l'ai appris. Vous avez créé un style. Il entraînait avec lui ses partenaires. Ses partenaires étaient obligés de le suivre. Il nous donnait des conseils lorsqu'on tournait. Moi, en tous les cas, il m'a dirigé sur quelques scènes sur le film. C'était moi. Petit coquin, ne faites pas l'innocent. Ça. Il est David! Ce qu'il ne supportait pas sur les plateaux, c'est quand les gens arrivaient, dit moteur, et là, le texte est approximatif. Mais c'était lui qui dirigeait les acteurs, qui dirigeait la mise en scène. Enfin, c'était vraiment le chef sur un film. Parce que tout reposait sur Louis de Funès. Je sais très bien, je sais exactement je sens ce qu'il me faudrait. Et ça réside dans l'écriture pour faire un très bon film. De Funès disait, un acteur de comédie, c'est d'abord et avant tout un auteur. Même quand il recevait un scénario, il avait tendance à rajouter, à remodeler, à réécrire, à trouver un truc en plus. Alors ça veut dire que de plus en plus vous allez intervenir dans les scénarios, quoi. J'ai toujours intervenu quand j'ai pu, mais il y a des metteurs en scène avec qui on ne peut pas. C'est des metteurs en scène qui ne se laissent pas influencer, alors là... C'est ainsi que sont nés des films résolument populaires, fidèles à une tradition burlesque dont Charlot est l'un des pionniers.
Louis de Funès le considérait comme l'un de ses maîtres. Moi, j'ai lu quelques reportages sur Charlot, sur Charlie Chaplin, où il refaisait des scènes sans cesse pour avoir la bonne scène, etc. Ça, c'était à l'époque pratiquement du cinéma muet. Et j'ai l'impression que Louis de Funès se permettait de faire ça. J'ai été élevé par Laurel et Hardy, par Chaplin, par Keaton, par Max Limbert, bien entendu. Ouais. Et j'ai été élevé par ces gens-là. Charlie Chaplin, tout ça, pour lui, c'était la base, c'était fondamental. C'était vraiment ce qui l'avait nourri, je pense, dans son jeu. Il avait fait un amalgame de tout ça, il avait bien compris. Et j'aurais bien aimé jouer du muet. Je dis que les acteurs du muet ont eu beaucoup de chance. Que ce soit muet, justement. Il n'y avait pas l'échappatoire de la simplicité. C'est une facilité, le parlant, la parole. Oui. Mais ils étaient obligés de s'exprimer. J'ai nommé Louis de Funès. Ah, excuse me, but I have reserved one table for me. I am Mr. Young. Dites-moi, vous viendrez manger tout à l'heure. On ira manger, ce sera très bon, c'est ça. Vous amènerez votre machin. Alors qu'on lui dit... Vous amenez... Et puis ça y est, et puis ça, on fait le geste et voilà. Je me rappelle qu'il nous avait amené un projecteur. Mon père, il était venu avec quoi? Il avait le bras chargé comme ça. Tiens, regarde, vous allez voir, c'est magique. Et là, il avait ouvert un Super 8, magnifique projecteur, et il avait acheté toutes les bobines de Laurel et Hardy. Ça, c'est mon vrai comique, c'est-à-dire un comique de situation. Commissaire, vous avez oublié votre parachute. Non, je l'ai. Mais non, c'est un sac. Vous vous êtes trompé. Un commissaire pas comme les autres. Téméraire. Ce rythme, l'un des secrets de la partition d'un succès qui lui permet de demeurer encore et toujours dans la note. Un jour à mon père, il dit « Tu sais pourquoi je joue aussi vite ?» Mon père, il dit « Non, tu vas me le dire. » Il dit « Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que lorsqu'on projette sur un grand écran, ça ralentit les actions. » Risque tout. Et moi, ça me fait penser quand même que lorsque je vois des films américains et que je vois des films français, mais il a vachement raison. Pour moi, mon grand-père est le plus américain des acteurs français. Cette vivacité incroyable que j'ai revue dans La Folie des Grandeurs l'autre jour, mais ça va 1000 à l'heure. Le musicien, c'est extraordinaire à quel point on le ressent dans le jeu. Quand ils sont deux, quand il y a des scènes de mouvement, etc., on sent qu'il a le sens du rythme, quoi. Ça tombait toujours pile poil. Il cherchait la musicalité de la réplique, aussi bien pour lui d'ailleurs que pour ses partenaires. Il y a une musicalité très particulière dans le comique. Pour faire un effet, c'est comme une partition, toc, 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 bing, et ça passe. Et si c'est pas fait au millième de seconde, ça ne passe plus et on se ramasse. Une théorie que ne démentira pas Vladimir Cosma, entré un jour dans la danse d'un virtuose du rire. Je reçois un coup de téléphone de M. Javal, qui était le producteur du film, qui me dit « Voilà, Gérard Houry aimerait vous rencontrer. » Et c'est comme ça que ça a commencé, mon aventure du Rabbi Jacob. C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe.
j'ai eu le grand honneur et la grande joie de voir pendant 1 mois De Funès venir chez moi, puisqu'on répétait. Il venait 2 fois par semaine, comme un étudiant, en train d'apprendre les pas. Il était très sérieux, ouais. Pas un sourire. On ne pouvait pas imaginer ce que ça va être, ces danses-là. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif. Parce qu'hier, je ne l'étais pas. Voilà. Je ne suis pas juif. Pendant les répétitions, à certains moments, je me disais, mais qu'est-ce que ça va être pendant 3 minutes? Une danse comme ça, mais c'est pas drôle, quoi. Vous, monsieur le rabbin? J'ai découvert la drôlerie de la scène le jour du tournage rue des Rosiers, où Ouri a dit moteur et De Funès, c'était une bombe atomique, quoi. Il a fait 5 prises dans laquelle il changeait chaque fois de mimique, de gag, de choses, tout en étant dans le cadre de la chorégraphie qu'il avait appris pendant les répétitions. C'était un miracle, Salomon, un vrai miracle. Mais non, c'est un film musical. Non, je sais pas. Service impeccable. Il y a aussi ce film, Les Grands Restaurants, toute la première partie qui se passe dans le restaurant. Là, on est dans une chorégraphie. Personnel trié sur le volet. J'ai fait du rajma dans la cave, et alors il n'y a plus de... Répétez-moi ça, voilà. J'ai fait du rajma dans la cave, et il n'y a plus de... Il n'y a plus de nuit Saint-Georges 49, c'est ça? Voilà. Voilà. Eh ben, je vais vous en faire rentrer quelques casiers. C'est gentil, merci. Saligo. C'est une honte. C'est une honte. Et là-bas. Dépêchez, ça. Pour tout dire, la grande classe grâce à l'œil du maître. Qui c'est qui a fait ça? On est dans une musicalité, tout est réglé. En plus, ça n'a pas dû être facile parce que il y avait, enfin, je veux dire, c'est des plans séquences, donc il y a un vrai travail qui se fait aussi au niveau du corporel. Clientèle choisie. Une clientèle vraiment dans le vent. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Ah non, je préférerais quelque chose de doux. On me dit que je fais des cravages, je ne fais pas de cravages, je fais la tête que font les gens. Que beaucoup de gens font, c'est pour ce qu'ils rient, parce qu'ils doivent se reconnaître. Vous les observez beaucoup, vous notez? Oui, malgré moi, oui, depuis toujours. Malgré moi. Et ça se localise là, alors je dois avoir un petit ordinateur, et puis ça vient à la demande. Vous savez, des choses que j'ai vues il y a 20 ans, 30 ans. Il aimait beaucoup rire sur les anecdotes, des fois, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il observait. Ça le faisait beaucoup rire. De Funès, c'est la comédie humaine. C'est vraiment, c'est un reflet d'une manière totalement décalée, totalement poussée à l'extrême de ce qu'on pouvait être, ses contemporains. Non, nous cher, mais d'abord, je n'ai pas une grosse tête, ensuite, je n'ai pas d'odeliné. Si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dodeliné. Si, voilà, ça c'est dodeliné. Là, je dodeline. Il était d'abord quelqu'un de terriblement angoissé, lui. Il fallait qu'on le laisse dans sa manière d'interpréter et de dérouler la scène qu'il allait tourner. Avant les prises, il fallait foutre la paix. Parce qu'il était vraiment très, très, très concentré. Entre les prises, il ne restait pas beaucoup sur le plateau. Il allait dans sa loge et il ne parlait pas beaucoup, il ne communiquait pas beaucoup. C'est pour ça qu'on le dit très taciturne, mais taciturne, non, c'est parce qu'il réfléchissait. Louis était quelqu'un de très secret, de très excessivement réservé, pas extrêmement chaleureux. Dès qu'il était en public et les gens l'observaient, ça le refroidissait un peu parce qu'il voulait pas qu'on lui tape sur l'épaule, qu'on l'appelle Fufu, machin. Mais quand cette anxiété partait, on retrouvait ce Louis qu'on avait à l'écran, mais qui était beaucoup plus détendu. Quand j'ai tourné Les Gendarmes avec lui, c'était fabuleux parce qu'on le voyait gamberger, un peu anxieux, bien dans son truc. Et quand on disait moteur, paf, ça partait, c'était un feu d'artifice qui m'épatait. Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Ils sont assis en train de fumer sur des tonneaux de poudre. Ils trimballent de la dynamite et ils jonglent avec des grenades. Un pet de travers et tout saute. Et De Funès n'a jamais fait de film dans lequel ils disent « Attendez, vous allez voir quel acteur je suis aussi, je peux être autre chose que colérique ». De Funès, toute sa vie, il a creusé le même sillon et il a eu raison. Vous auriez envie, comme Bourvil par exemple dans Le Miroir à deux faces, ou comme Fernandel dans Meurtre, de jouer un rôle dramatique? Non. Ah, pas du tout. J'ai encore fort à faire dans le film comique et croyez-moi, il y a beaucoup à défricher encore. Le roi, la reine, messieurs les grands. La folie des grandeurs, c'était pour moi drôle, cette histoire quasi en même temps familiale. Parce qu'il y a cette Espagne qui est en nous. J'ai vu ma mère faire des esclandres. Ma mère était espagnole, elle faisait des esclandres redoutables. Mais enfin, et ça m'a donné peut-être mon interprétation, vous savez. Et donc cette mère était vraiment toujours omniprésente dans sa façon d'être. Il avait beaucoup emprunté, je crois, à sa maman dans La Gestuelle, qui était espagnole. Hein? C'est le matriarcat puissant, une mère autoritaire. Ça sentait que ça l'avait imprégné quand même. Maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. Cette femme, elle avait une emprise terrible, terrible. J'ai rencontré Louis de Funès et on s'est dit bonjour en espagnol. Comme quoi, ma mère étant espagnole et andalouse de surcroît, ça nous avait rapprochés quelque part. Monseigneur est un bel homme. Et comme ça, tu crois que je serais mieux, imbécile? Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez gitane. Pour moi, c'est un film qui a une histoire réelle quand il est habillé en femme comme ça, qui est en... Donnez-moi votre main. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Vous n'êtes pas beau, elle est belle. Vous êtes un valet, c'est la reine. En fait, quand je vois Alice Sapritch dans Les Folies des Grandeurs, je m'imagine la maman de Louis, mon arrière-grand-mère. Une reine d'Espagne n'écoute pas de chansons. Une reine d'Espagne ne reçoit de pleurs de personne. Une reine d'Espagne ne joue pas à Colin Maillard avec un gentilhomme. Je vois vraiment la mère de Funès dans toute sa splendeur et tout ce qu'il racontait sur elle, finalement. Louis avait été tué, C'était Rému, mais encore plus fort, je crois, comme expression. Avec des colères. J'avais été tué, j'avais trois. Des choses comme ça. Ouais, mais comment tu dis? Et comment tu dis? Et pendant ce temps, avec sa main, il cherchait une poire ou quelque chose, une pomme ou une morceau de taf. Comment? Louis, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous étiez photographe, étalagiste? Oui, j'ai fait un tas de choses. Ouais, tous ces petits métiers. Mais ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont appris à voir des personnages, des relations de patron-employé, l'augmentation. C'était moi le camp. Je connais tout ça par cœur. Il disait, mon père, je prends des notes tout le temps. Il avait des petits carnets, puis il prenait plein de notes. Et ça lui donnait énormément d'idées pour rebondir dans ses rôles. D'autres notes sont à l'origine d'un métier qui lui a permis de payer ses cours de théâtre quand, à 28 ans, il décide de tenter sa chance dans la comédie. Enfant, sa mère lui a appris les bases du piano. Il a très vite démontré combien il était à l'aise devant un clavier, même dans des circonstances particulièrement insolites. Il a commencé comme musicien de bar. À un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais jouer du piano. Alors d'abord, il jouait, il était autodidacte. Hein, il avait jamais fait de conservatoire, mais il a fait croire qu'il avait fait le conservatoire. Je ne sais pas lire la musique, mais je jouais dans les cabarets. Ça m'a servi d'ailleurs à vivre pendant que je commençais à faire du théâtre et du cinéma. Alors ça m'a permis de jouer tous les soirs jusqu'à minuit, des fois 5 heures du matin. Il jouait d'oreille, donc je pense qu'il avait en fait une oreille parfaite, ce qu'on appelle une oreille parfaite. Il enregistrait tous les morceaux, toutes les nuances, et il les restituait tout de suite sur le clavier. Il aimait beaucoup la musique et il était musicien. C'était un professionnel, c'était pas un grand pianiste, c'était pas un génie, mais il jouait bien. Je jouais de 5h30 du soir à 5h30 du matin. C'est-à-dire que la petite aiguille faisait 12 heures. C'est ultra long, la petite aiguille elle va très doucement. Je jouais sans arrêt, et des forces de faire pipi.
À 5h30 du matin, comme je me levais, j'avais l'impression d'être Erich von Stroheim dans La Grande Illusion, tout ça. Je me souviens, je l'ai demandé 1000 fois, je ne pouvais plus parler. Tellement j'étais fatigué. J'étais en plâtre, alors en ciment. J'étais cimenté avec la forme du tabouret. Je lui ai demandé comment il avait vécu ça. Et il m'avait dit, le plus difficile, quand je faisais 3 ou 4 gabarets la nuit, c'est quand je rentrais à 6h du matin chez moi et qu'en dessous, il y avait une menuiserie qui s'ouvrait. Et j'arrivais pour dormir enfin et j'entendais la scie et la menuiserie. Les années de vache maigre, le nombre de petits rôles qu'il a eu, c'est quelque chose d'impressionnant. Et ce qu'il a dû souffrir d'attendre si longtemps, d'attendre la gloire, dans un milieu difficile, compliqué, cruel, mais il a dû avoir des nuits sans sommeil. Les finances sont tellement basses qu'il se demande parfois si le jeu en vaut la chandelle. Heureusement, il y a Daniel Gélin, qu'il a connu au cours Simon, et qui, dès sa sortie de l'école, est devenu un jeune premier très demandé. Louis de Funès le surnomme Machance depuis le soir où ils se sont croisés dans le métro. Je suis dans le métro et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi j'étais en première classe, sûrement avec un ticket de seconde, mais j'étais en première classe. Et le métro s'arrête, j'ouvre, la porte s'ouvre, je descends, Daniel monte, on se dit 2 banalités, et d'un seul coup, il dit hey, téléphone-moi demain, viens demain, et il m'a donné le numéro de téléphone, ça s'est refermé, il est parti. Et c'était mes débuts. C'est la première fois que je faisais du cinéma de ma vie. Je suis arrivé au studio à Boulogne. Mes genoux s'entrechoquaient. Je suis arrivé vers 7h30 du matin. Et on m'a dit, vous le mettez là, vous. Hein. Non, pas la peine. Tu vas voir. Et puis c'était très gauche tout ça. J'avais le trac, j'étais mort de peur. J'essayais d'être drôle. C'est encore moins drôle quand on a le trac. Dans mon cœur, voici la fauroche. Là, il a son compte, celui-là, aujourd'hui. De Funès a créé son personnage, il l'a inventé, il a mis du temps à le créer, mais il a fini par créer ce personnage d'année en année, de film en film. Au début, les gens ne voulaient pas de son jeu. Ils n'en voulaient pas. C'était le guignol qui bouge trop, qui en fait trop. En 1942, dans le rôle de Jambier, l'épicier, Louis de Funès se retrouve pendant quelques minutes face à 2 monstres sacrés, Jean Gabin et Bourvil. C'est La traversée de Paris, le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du Diable au corps, du Blé en herbe et du Rouge et le Noir. Avec... Si j'étais poli, je te dirais, elle me plaît bien, ta femme. Je suis pas poli, je te dis, elle me plaît pas. Oh, pourtant, avec ton âge et ton air cloche, hein. En 1962, il tourne dans un film d'un jeune metteur en scène, Gérard Houry. Il l'observe et lui lance « Tu es un auteur comique ». Houry l'écoute et écrit avec Marcel Julien un scénario qu'il intitule « Le Cornio ». Oh non, mais ça fait 3 fois que vous me faites ça. Il adorait Gérard Houry. Gérard Houry, pour lui, c'était celui qui avait compris son jeu. Ils avaient une entente, ça il nous l'a toujours dit. Il savait ce que De Funès pouvait donner et il y avait un binôme parfait. Gérard Houry, c'est celui qui a su le mieux, selon moi, exploiter le talent, le génie de cet artiste. En Gérard Houry, il a rencontré quelqu'un qui avait, je pense, la même exigence que lui. Quelqu'un qui prenait la comédie aussi au sérieux que lui. Mon grand-père faisait d'abord ce que demandait Houry, et après il disait « Est-ce que je peux te proposer quelque chose ?» Et Houry disait toujours oui, bien sûr. Et quand il sortait des trucs, mais il était très client de Funès. Et donc il rigolait énormément dès qu'il lui proposait quelque chose. Souvent il se cachait pour pas rire. Il se retenait de tousser.
jouer avec Bourvil, ça devait être compliqué aussi le tournage, parce que autant l'un était sur l'instinct, autant l'autre, donc Louis de Funès, était sur le fait de retravailler la scène. Ici, vous, c'est quoi? Ah, Marshall, silence. Vous plaît. La présence d'un autre acteur comique dans un même film ne vous gêne pas? Ah non, au contraire, ça épaule terriblement le film. Enfin, et puis nous sommes deux natures tellement différentes, on se complète très bien. Je me souviens d'une époque où, lorsqu'il est arrivé sur les films de Houry, la rivalité qu'il y a eu entre lui et Bourvil, mais chacun était assez jaloux de ses prérogatives et de ce qu'il avait à faire. Je me demande même si dans un film, Gérard Houry n'a pas réécrit une scène pour que ce soit plus équilibré par rapport à Bourvil. Je crois savoir ça. À l'époque, quand il joue le Cornio, j'en parlais avec le fils de Bourvil, mon grand-père n'est très peu connu. Il est connu comme étant un second rôle. Et lorsqu'il arrive sur le plateau du Cornio, Bourvil est déjà au top de sa notoriété et mon grand-père est là. Et donc, à partir de ce moment-là, il devient... D'ailleurs, on le voit bien dans les interviews lorsqu'il est avec Bourvil, il parle, mais moins que Bourvil. C'est Bourvil qui est l'ascendant. Je ne sais pas, après la suite, je sais pas. La suite. Rappelle-toi le scénario, tu l'as lu, oui. Il n'a pas de tête. Alors, rappelle-toi. Alors, tu t'amènes avec ta grosse bagnole. La Rolls. La Rolls. C'est le Rolls. Une Rolls, c'est en Silver Fantôme. Ça y est, il est remonté. Ça y est. On m'a même dit, ça c'est une parenthèse. Le Cornio, ce qui est fou, c'est de se dire qu'il n'est pas la vedette du Cornio, c'est Bourvil qui est la tête d'affiche. Et qu'avec le Cornio, ça va s'inverser, que c'est de Funès qui devient le numéro 1. Je me présente, de Funès. Le Bourvil. Ça va, oui? Ça va, très bien. Vous avez pensé à ce que vous allez faire dans ce film, là? Oui. Oui? Moi, j'ai quelques bons trucs, je crois que... J'ai ça, va. Ça. Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. Le Cornio, c'est vraiment le jour J, on va dire, où ça part. Ça part d'un seul coup en étincelle. Mais il prend petit à petit conscience là que, ça y est, c'est arrivé. Et puis alors derrière, la grande vadrouille, alors là, bam. Bon, allumez les lumières. Ne marchez pas comme des canards, hein? Ça va pas, ça. S'il vous plaît, vite, vite, mes enfants. Allez, arrangez bien vos uniformes. Bien à l'allemande. Une démarche sèche, rigoureuse. Marchez comme des officiers. Demandez le livret de la damnation de poste. Demandez. Pardon, messieurs, où sont les coulisses? Les coulisses, au fond du couloir, à gauche. Le moment qui m'a, épaté, quand il fait le chef d'orchestre dans la grande vadrouille. Je vais bien répéter pendant un mois avec tous les gestes. Très bien, il y avait le premier violon qui me donnait des leçons. Et après, je suis venu à l'opéra. Un matin, vers 11h. Avec les 80 musiciens. Il était blanc comme un linge. Et quand j'ai commencé à lever les bras, paf, quand c'est parti, il y a des cuves. J'ai cru que je me déplaçais de 3 mètres d'un coup, les cuves par là et les autres qui me repoussaient. Ce que Louis ne vous dit pas, c'est qu'à l'issue de cette répétition extraordinaire, où il était emporté par une espèce de passion de la musique, les 80, je crois même qu'il y avait 100 musiciens de l'opéra, tous premier prix conservatoire, ont applaudi de Funès pour les avoir dirigés de cette manière. C'est quand même c'était un très bel hommage. C'était de la gentillesse. Je crois pas que c'est de la gentillesse. C'était l'hommage à une certaine forme de travail que j'apprécie d'ailleurs. Lumière! Je suis fâché que je dois arrêter la musique. Vous avez entendu? C'est quelque chose, hein? Bon, alors écoutez, messieurs, c'est terminé. La répétition aura duré 12 minutes par la force des mitraillettes. Ça va être du joli ce soir. Oh, putain. Voilà, voilà 2, voilà 3, et voilà un petit fagot. Allez. Et les chefs d'orchestre ont même été bluffés de sa prestation. Mais je crois que c'est ça le souci du détail. Il voulait pas que ça paraisse comme quelque chose d'anecdotique. Prenez du temps, je ne vais pas perdre de temps, on va tout vous dire. Alors, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Mais non. C'est. Mais non, non.
Sinon, il y a une erreur. Hein. Mais moi, je suis né en 14. Hein? Ah oui. Et moi, vous osez me foutez hein? 12 balles pour vous, 12 balles pour vous. En tout cas, hein, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Hein. Mais moi non plus. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je crois que j'ai jamais vu, à part Laurel et Hardy, j'ai jamais vu un duo qui fonctionnait aussi bien que dans La Grande Vadrouille. De Funès et Bourvil fonctionnent parce qu'on est mais vraiment les opposés. C'est-à-dire qu'on a Bourvil qui est un tendre, voilà, c'est le lunaire tendre, et puis on a l'autre, mais qui est hargneux au possible, qui engueule tout le monde, que ça, et on les rassemble. Voilà, c'est les deux oppositions qui font que ça fonctionne. 17 millions de spectateurs pour La Grande Vadrouille en 1966. Le record des entrées au cinéma pendant plus de 30 ans. En quelques mois, il devient une star adulée par toutes les générations. Une ascension ultra rapide qui peut donner le vertige. Alors il le vit bien, parce que c'est ce à quoi il aspirait finalement, ce à quoi aspire tout artiste, être reconnu pour son travail et sa qualité. Mais en même temps, il lui arrive une chose incroyable, c'est cette notoriété qui est fulgurante, change sa vie, fondamentalement. Moi, ce que j'adorais, c'est aller dans les magasins, vous voyez, dans les grands magasins. J'adorais aller au sous-sol, au bazar d'hôtel de ville, j'adorais au printemps aller au 5e. J'adorais me balader et puis on voit un tas de choses dans les magasins, un tas de gens aussi. Et là, maintenant, je ne peux plus. Maintenant, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que quand on vous rencontre, on vous demande de faire un numéro? Non, mais c'est dans ma tête, ça. Si ça se trouve, personne ne me regardera. C'est là, je crois qu'on va me regarder, qu'on va m'épier, c'est dans ma tête. Au milieu des années 60, une sortie de film avec De Funès devient synonyme de record d'entrée. Entre deux comédies avec Gérard Houry, l'acteur est dirigé par André Hunebelle, 3 films, où dans le rôle du commissaire Juve, il affronte Fantomas, incarné par Jean Marais, un duo qui est en réalité un trio. Il est au-dessous dans les couloirs, il est dans le train. Fantomas! 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 Fantomas revient dans Fantomas se déchaîne. Ce que je trouve intéressant dans la trilogie Fantomas, c'est ce duo comique qu'il crée avec Jacques Dinam. C'est un vrai duo de comédie, et c'est là qu'on voit qu'il a conscience du talent des autres et qu'il a conscience que la comédie, ça se joue non pas seul, mais avec les autres, avec ses partenaires. Bertrand! Aïe! Dites donc! Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire, je rêvais qu'on me donnait une gifle. Ne m'appelez pas monsieur le commissaire. Jamais ce mot-là ici. Appelez-moi mon père. Enfin, mon père. Le plus grand film d'André Hunebelle. Avec Jean Marais, Louis de Funès, Mylène de Mongeau, Jacques Dinam. Encore 5 mètres! Je me tiens dans mon rayon! Je vais le faire sauter! Quand on est considéré comme le numéro 1 du cinéma français, le problème, c'est de le rester. L'angoisse de Louis de Funès à l'heure de la sortie de chacun de ses films. Mon grand-père était un grand anxieux et qui avait toujours besoin de connaître notre avis quand il sortait un film. Alors, il fallait qu'il appelle immédiatement. Vous l'avez vu? Alors, et là, il fallait que chacun donne son avis. Il se cachait pas, il disait qu'il avait même tellement d'anxiété que ça ne fonctionne pas, qu'il allait se mettre dans les salles de cinéma, caché. Il arrivait, quand le film était déjà en projection, il se mettait dans un coin, il regardait les gens rire. Si les gens riaient, c'était gagné. Le gendarme de Saint-Tropez. À l'origine, le rôle avait été proposé à Francis Blanche et Darry Cole. Ils ont refusé, et c'est ainsi qu'à 6 reprises, Louis de Funès a endossé la tenue du maréchal des logis, Cruchot. Quand il est venu à l'époque des gendarmes de Saint-Tropez, il était plutôt en forme, avec Galabru, puis c'était quel triomphe, quoi. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Archibald Ferguson, mon père. Mes hommages, chère madame. Et alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce genre de film? Puis c'est l'ambiance, parce que tout tourne, on est tous des copains maintenant, on se connaît bien, alors c'est assez formidable en somme de travailler et de se sentir un peu en vacances. Jean Giraud acceptait cette situation-là, il acceptait que De Funès dirige un petit peu ses partenaires, que ce soit dans Le Gendarme ou dans quelques autres films.
il le mettait très en valeur, Louis Galabru, dans ses films, et notamment dans Le Gendarme. Ils arrivent par moments à un jeu, à une égalité. Ils se renvoyaient la balle merveilleusement. Mais grouillez-vous de vous rhabiller, bon sang. Moi, ça se complique pour moi. J'ai peur. Et on rentre à la maison. Vous avez raison, Cruchot. Oui, j'ai raison. D'ailleurs, vous avez toujours raison. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ils pensent que j'ai raison, voilà. Je sais pas. Je sais pas. Petit enchanté, vous voulez donc me briser le cœur? Oh, Ludovic. Claude Jansac. Elle a débuté au théâtre dans des tragédies. En 1967, elle est choisie pour interpréter la femme de Louis de Funès dans Oscar. Ils vont finalement constituer à 9 reprises un couple devenu mythique. Chaque fois que je te vois, je me demande toujours si tu es dans ton état normal. On parle beaucoup des partenaires masculins de Funès, mais de Funès a toujours eu de très belles scènes avec des comédiennes. Et évidemment, il y a eu Claude Jansac dans la série des Gendarmes, mais pas que. Il y a eu La Grande Vacances, Hibernatus, c'est vraiment sa femme de cinéma. Albert. Et car Il n'est jamais trop tard pour faire la cour à sa femme, ma biche. Tout ça ne vous mènera nulle part. Quand j'étais petite, moi, quand je voyais le couple, je me disais, oh, c'est le couple parfait. C'est-à-dire qu'ils vont tellement bien ensemble, c'est merveilleux. Je la trouvais géniale, Je trouvais on sentait de l'amour et voilà, et on sentait la tendresse, quoi. On sentait la tendresse, et c'est pour ça que ce personnage était très attachant aussi. Une comédie qui fait partie des grands crus de sa filmographie, Hibernatus. Comment me trouvez-vous? Ça doit vous rajeunir de faire la cour à madame. Ma rencontre avec Louis de Funès a commencé par des essais. De Funès n'était pas là pour les essais. Et il les a vus après. Et évidemment, on lui a présenté. Le rôle était suffisamment lourd. Et il a dit, on va prendre celui-là parce qu'il a le nez spirituel. Dieu personnage, scélérat, suborneur, hors d'ici. Je pense que pour ce scénario... Lui n'en était pas vraiment content. La preuve, c'est qu'il demandait toujours des changements. Et effectivement, on avait le texte au compte-gouttes la veille pour le lendemain. Il reprenait le scénario, il disait ça marche pas. Et donc, il fallait changer tout le temps. Tu n'as pas oublié ton papa dans mes bras, mon fils. J'en ai ras la frange. Didier! Ton mariage bidon, tu peux te le mettre... Je ne le ferai jamais. Quand il a été vedette, il avait le temps de répéter, c'est-à-dire qu'on lui laissait le temps de répéter. Je laisserai cette anecdote à Bernard Allan, qui racontait qu'ils avaient arrêté le tournage d'Hibernatus pour pouvoir travailler la fameuse scène où il tourne autour de lui, où il fait « Hemme, hemme, hemme ». Les hommes deviennent fous. Et moi-même, je me demande, Edmé est le nom de Claude Jansac. Et tout d'un coup, la folie sur ce prénom, ça devient une espèce de chanson incantatoire. Et ça pouvait durer, je peux vous dire que ça a duré très longtemps. Mon vrai métier était le théâtre avant. Par le théâtre, je suis arrivé au cinéma, mais c'est là qu'il y a c'est là qu'est le public, c'est là qu'on joue avec le public. C'est le plus difficile, d'ailleurs, le plus difficile que le cinéma. Le cinéma, il y a des journées qui sont dures, très dures, mais ça n'est pas difficile, on peut recommencer au théâtre, il n'y a rien à faire. Oscar, un triomphe à la scène pendant plus de 600 soirs, mais aussi au cinéma dans une adaptation réalisée par Édouard Molinaro. Le moment culte, la scène du nez de Cyrano, revue par Louis de Funès. Cette fameuse scène du nez, si elle est si fameuse, c'est parce que c'est une scène qui ne peut pas être écrite. On ne peut pas dire le personnage allonge son nez, le met sous sa jambe, le coince son nez, etc. Maudit le nez qui lui revient dans la figure. Ça ne s'écrit pas, ça se joue. Moi, quand je l'ai vu sur scène pour la première fois, ça devait être Oscar. Qui n'a pas vu Louis de Funès sur scène ne sait pas ce que c'est qu'une cadence de quelqu'un qui fait rire. C'était une horlogerie.
il se donnait, mais comme un fou. Il devait perdre 2-3 kilos par représentation pour tenir pendant 1h30 avec un tel texte, une telle gestuelle sur le dos. Il faut être très en forme, et pour être très en forme, il faut faire attention à sa voix, et puis il faut savoir où placer les effets vocaux et la gestualité. Oscar! Mon Oscar! Qui c'est ça, Oscar? Je pense que ça a été même une souffrance pour lui de faire rire, vu cet engagement physique qu'il devait avoir tous les soirs au théâtre. Je suis l'amant de votre fille. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Je n'ai pas compris. J'en ai trop dans la matinée. Oscar, c'était un beau texte, une très grande énergie. Le plus difficile pour lui, c'est quand il a eu la valse des toréadors. Et sacre-bleu, qu'est-ce que vous faites là, mes garçons? Qu'est-ce que vous faites là? Monseigneur et mademoiselle délire. Elle n'a plus sa connaissance. Et sacre-bleu, je m'en doute, mais vous... Il disait, ça m'épuise. Ce texte est très dur à apprendre. Il avait peur, très peur au début de le jouer. C'était la première fois que je voyais un grand-père si anxieux, si tendu. Mon cher, la médecine devrait trouver un moyen pour faire dormir éternellement les femmes. On les réveillerait un petit moment la nuit, puis elles s'endormiraient. C'est ma mère qui m'avait emmené discrètement dans sa loge. Il était fatigué. Il avait un bleu au bras. Je me rappelle qu'il avait un bleu. Et ma mère lui disait, elle le vous voyait. Hein, elle dit, Louis, mais vous vous êtes cogné? Bah oui, non, mais ça depuis... Bon, je ne me suis pas cogné, mais j'ai mal. J'ai mal, un bleu, bon, ça va passer. Ben, en fait, il était tellement anxieux, je pense que ce bleu, c'était peut-être sa crise cardiaque il y avait déjà quelque chose, quoi, ce bras gauche qui lui faisait mal. Il a eu une grave crise cardiaque qui l'a empêché de tourner le prochain film de Gérard Loury qui s'appelait Le Crocodile, qui était prévu pour lui et qui devait commencer à tourner. Bon, tout s'est arrêté. Il était impossible pour lui de tourner. Les assurances ne l'assuraient plus, donc il n'y avait plus de possibilité de faire de film. Avec De Funès, on pensait que sa carrière était finie. Quand il a eu cette crise cardiaque, on s'est dit, waouh, ça y est, c'est un grand tournant. D'abord, il craignait terriblement de ne plus pouvoir jouer. Ça, il nous l'avait écrit. Il avait un régime marconien, il ne buvait plus d'alcool, plus de vin. Il nous parlait des vertus de l'eau. Des vertus de l'eau, alors qu'on parlait de Chablis et de Bourgogne. Et cette crainte de ne plus pouvoir tourner était vraiment quelque chose d'énorme pour lui, parce que s'il tournait plus, il n'était plus rien, quoi. Je veux dire, c'était sa vie. Les comptes vont se régler. Un jour, un producteur téméraire, M. Christian Fechner, a décidé de tourner un film avec De Funès sans assurance, sans avoir cette couverture, cette garantie de l'assurance. Et c'est dans ces conditions que ça a été tourné L'aile ou la cuisse. Ici, au cinéma. Mentez, menteuse. Docteur! Docteur! Ah bah t'as l'air d'aller mieux, papa. Et ils avaient installé carrément une espèce d'hôpital ambulant, parce que De Funès n'était pas rassuré, il était considéré comme malade et il fallait le ménager le plus possible. Donc il était enfermé dans une caravane et tout le programme était fait en fonction de lui. Vous devez manger tout! Vous avez compris? Je l'ai reçu dans les rendez-vous de dimanche, à l'époque de la zizanie, où il y avait Annie Girardot. Il est tout timide, assez mince, même maigre. Il n'était pas très en forme. On peut très bien retrouver tous ces moyens après avoir été secoué comme vous l'avez été, Bien sûr. à condition d'avoir une discipline de vie. Ah, c'est le... Et puis 8h25 au lit. Vous êtes à 8h25 au lit? Ah, au lit. Oh, menteur, tu vas au cinéma. Non, de temps en temps. Oui.
Une autre forme de zizanie, mais avec un extraterrestre dans La soupe aux choux, d'après le roman de René Fallet. On commence par voir des soucoupes et on finit par voir des rats se balader sur l'hydrodon. Fous-moi la paix! Je sais que c'est le film, on va dire, qui marque les enfants aujourd'hui. Je n'entends pas un enfant dire, quand on lui dit qu'un enfant qui aime Louis de Funès, c'est parce qu'il a vu La soupe aux choux. Ça, c'est de la soupe aux choux, de la vraie. Faite avec mes choux à moi. Je dépends de trop de gens, je dépends du metteur en scène, je dépends de celui qui m'a écrit, je dépends du distributeur, je dépends du producteur. Et c'est pour ça que je voudrais bien un peu réunir tout ça. La solution, il l'a trouvée en jouant Harpagon dans un film co-réalisé avec Jean Giraud. Une adaptation de l'Avare où, physiquement, il ne s'est pas vraiment économisé. Et je veux que tu me donnes des nouvelles de mon argent qu'on m'a pris. Alors, on vous a pris de l'argent? Oui, et je vais te pendre si tu ne me le rends. Ce qu'il aimait, d'ailleurs, on parlait souvent, il disait qu'il voulait faire du Molière. Il a fait l'Avare en étant un pur de Funès. Et il a eu raison. Non, on peut pas, c'est... Ah. Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Alors ça, attendez, voilà, ici, attends, voilà. Après les plateaux, la campagne. Loin des grosses légumes du monde du cinéma, il savoure le bonheur de cultiver son jardin. Une bonne salade. Maintenant. Il adorait avant tout, quand il n'était pas au cinéma ou au théâtre, c'était son jardin, là où il pouvait se recueillir. Le seul jour où il ne nous a pas fait rire, le 27 janvier 1983. Le grand acteur est mort hier soir vers 21h après avoir été victime d'un accident cardiaque. On le sentait très inquiet de la mort, toujours. D'ailleurs, il nous avait confié, ce qui n'était pas lui avant, qu'il s'endormait, avant de s'endormir, il priait. Et je crois vraiment qu'il voulait laisser un héritage pérenne et parfaitement exécuté, qu'il n'ait pas à se reprocher quelque chose là-dessus. Ça va, Victor? Regardez, vous allez être dans la télévision. Alors on m'a dit de venir vous parler, la télévision elle est là, vous voyez? Regardez. Vous voyez? Et si vous êtes trop bien, vous n'y serez pas parce que je ferai couper la chose. Voilà, alors je pars. À bientôt. À mardi. Au revoir.